ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم ما اخترت غيركم ولا. Merci d'être là avec nous. De rien. On est absolument ravis de cette interview. Et Pareil. on a plein de questions à te poser parce qu'on a adoré ton livre. Merci. On s'est régalé. Alors Guillaume a commencé par le lire et puis je l'ai entendu plusieurs fois rigoler et puis spoiler des passages et je lui disais arrête, je veux. Mais ça me plaît vachement qu'un couple le lise ensemble, je trouve ça génial. Ouais, merci. Ah oui, mais... Bah, tu sais, c'est quand même un sacré livre hein, et on a commencé bon ça la semaine dernière et on s'est dit on va peut-être acheter un deuxième exemplaire parce que c'est vrai que c'est dense. Je me suis dit tu as mis 1 an ou 2 ans, c'est ça pour l'écrire? J'ai mis 2 ans, presque 2 ans et demi. Ouais, ah oui, c'est ça. voilà, donc c'est dense et puis moi j'avais mon stabilo et je crois que j'en ai utilisé plus d'un au final tellement j'ai. Puis après je me suis dit il faut que j'arrête de stabiloter parce que sinon je vais tout stabiloter. J'ai pas mal de femmes qui m'envoient leurs livres gribouillés, stabilotés avec des post-it partout et ça me fait hyper plaisir. Super. Ben là, je sais pas si tu vois, mais Ah ouais. il y a partout du stabilo, c'est terrible. Il est annoté de partout ce livre. Ouais. C'est un livre Merci. magnifique, Dora. C'est vraiment. On est des grands lecteurs tous les deux. Hein. On lit énormément. On lit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la sexualité. Des hommes, des femmes, des couples. C'est quand même un petit peu notre spécialité. C'est notre terrain de jeu, on va dire. Et ce livre est vraiment magnifique. C'est une référence qui compte vraiment. Et je disais tout à l'heure à Sabrina que parmi tous ceux que, en tous les cas pour moi, j'ai lus ces peut-être 4 ou 5 dernières années, c'est vraiment un livre majeur, quoi. Je dirais qu'il y en a peut-être un autre dans mon esprit ou 2 qui égalent ce niveau-là, mais pas plus. Merci beaucoup, ça me fait... Donc on voulait commencer en disant ça. Bah, merci beaucoup, non, ça me fait... Absolu, quoi. Ça me fait hyper plaisir parce que vraiment, j'ai écrit ce livre dans ce but-là. J'ai conçu ce livre, enfin, j'ai imaginé que c'était un livre qui allait rester. Et pour moi, l'enjeu, c'était vraiment de créer un livre qui parlait de la sexualité des femmes, mais vraiment à 360 degrés, dans le sens où je trouvais qu'à chaque fois, il y avait des livres, alors soit sur le plaisir, soit sur la prostitution, soit sur le porno, et qu'il fallait lire chaque livre. Et qui a le temps, à part des gens comme nous qui travaillons dans le sexo, de lire ça? Personne ne lit ça. Et du coup, je me suis dit, il fallait vraiment un livre de référence qui traitait tous les sujets qui touchaient de près ou de loin la sexualité des femmes, pour qu'une femme n'ait pas à lire tous ces livres que moi j'ai dû lire en fait. Voilà. Ça, Alors justement par rapport à ça, moi je me suis posé une question, c'est comment tu t'es organisée concrètement pour comment dire, accumuler autant de connaissances. Chaque section, en fait, donc se termine par une biographie, et en fait, c'est d'une richesse inouïe. Tu es allé chercher des informations sur le web, il y a des références françaises, il y a des références américaines, il y a énormément de références. Donc, comment est-ce que tu as organisé ton écriture par rapport à toutes ces lectures qui sont quand même très très nombreuses? Alors, j'ai passé vraiment plus de 1 an. En fait, il y a eu 1 an et demi vraiment de recherche intensive où je n'ai fait rien d'autre. C'était du plein temps. Je me levais 8 heures du matin, 9 heures, je commençais une lecture. Et donc, en fait, le plus gros travail a été de faire une bibliographie au début. De me dire qu'est-ce qui existe dans le monde sexo, et à penser à tous les sujets qui... En fait, au début, je me suis dit, bon, mal baiser, ça veut dire quoi? C'est quoi la malbaise? Et par quel biais est-ce qu'il faut traiter cette histoire de malbaise? Donc, je me suis dit, bah tiens, la contraception, moi, je pense que c'est un problème. Le porno, je pense que c'est un problème. La prostitution, il faut absolument en parler. Je me suis dit, le différentiel orgasmique, il faut en parler. Je me suis dit, tiens, pour moi, il y a un problème par le fait qu'il n'y ait plus assez de spiritualité, qu'on soit trop dans quelque chose de enfin, trop consommateur, consommation. Et vraiment, j'ai classé d'abord dans ma tête les sujets que je trouvais importants. Et ensuite, j'ai fait des bibliographies en fonction des sujets. Donc, par exemple, sur la spiritualité, je me suis dit, bon, il y a quoi comme type de sexualité qui s'approche
enfin, qui traite de sexe et spiritualité. Donc je me suis dit, bah tiens, il y a le tantra, il y a le Tao. Je me suis renseignée sur la sexualité, la saga des troubadours. Et du coup, ben, je me suis dit, bon tiens, je vais lire 5 livres sur le tantra. Je vais lire 3 livres sur le Tao. Je vais lire des articles, etc. Et donc pour ça, chaque sujet, j'ai fait des bibliographies. Et puis après, je me suis donné à peu près un mois. À chaque fois, je me suis dit, ok, un mois pour maîtriser un peu un sujet et puis pour organiser aussi des interviews. Si j'ai besoin de lancer des appels aussi sur Tajoui pour avoir des témoignages de femmes. Et comme ça, j'ai avancé peu à peu, peu à peu, peu à peu. Mais il faut aussi savoir que je partais avec de l'avance, dans le sens où avec ça fait déjà maintenant presque 3 ans et demi que j'ai le compte Tajoui. Oui. Et qu'à travers le compte Tajoui, les femmes me parlent énormément et me font extrêmement confiance. Donc, je reçois des témoignages presque tous les jours sur plein de sujets divers et variés qui touchent la sexualité féminine. Et donc, il y a pas mal de sujets que j'avais déjà repérés, en fait. Et que je m'étais dit, OK, ça, et ça, il faut en toucher mot. Et j'avais aussi des femmes que je pouvais recontacter parce que j'avais noté un peu au fil du temps, tiens, elle a un témoignage intéressant là-dessus. Elle parle de ça. Elle a des connaissances là-dessus. Telle autrice, peut-être avec qui j'ai échangé, a quelque chose à dire. Et ça s'est fait comme ça. Superbe. Okay. Ben moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que tu n'es pas allé chercher des sources pour appuyer ce que tu avais déjà comme opinion, mais tu t'es enrichi et à partir de là, un prisme que tu as pris à un moment donné, j'ai l'impression que chaque prisme, en fait, tu l'as regardé sous tous les angles. Et c'est ça que j'ai trouvé agréable, c'est que vraiment, on sent que tu as vraiment travaillé comme un chercheur ou une chercheuse qui va s'enrichir et puis analyser, réfléchir avant d'exposer et d'expliquer en fait telle problématique. Donc ça, bien sûr. Super. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, tu vois, Sabrina, elle dit que tu as travaillé comme une chercheuse parce qu'elle est chercheuse. Et moi, qui suis un ancien journaliste, j'aurais tendance à dire que tu as travaillé comme un journaliste. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que je suis une journaliste qui est frustrée de ne pas être une universitaire chercheuse. Voilà. Non, sois pas frustrée. Sois pas frustrée parce que tu as l'équivalent d'une petite thèse, là, sans problème. Là, largement. Ou 2 thèses. Hein, et ça, l'équivalent, c'est 5 années de travail habituellement. Alors, une chose aussi que je voulais te dire à un moment ou à un autre, c'est que, bon, moi, quand je prends un livre avec écrit mal baisé, mal accent grave, tu vois, accent circonflexe, forcément, j'y vais en tâtant un peu l'eau du pied, tu vois, je suis pas sûr de moi, etc. Quoi. Bien sûr. Et je voulais te dire que, donc pour être tout à fait honnête, je trouvais qu'il fallait absolument lire ce livre, c'était très clair pour moi. Et en même temps, j'avais une petite appréhension en tant qu'homme en me disant, bon, qu'est-ce que je vais prendre dans la tronche, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne me suis pas senti agressé. C'est-à-dire que je trouve que tout ce que tu dis du système patriarcal et des déconnantes d'un nombre très important d'hommes dans la relation avec les femmes, et d'abord c'est valide, c'est juste, c'est argumenté, etc. Et du coup, je n'ai pas senti d'agressivité anti-mec, etc. Et je voulais absolument faire passer ce message-là parce que j'imagine que parmi toutes les personnes qui nous suivent là, il doit y avoir quelques hommes. Oui, il doit y en avoir quelques-uns. Je voudrais leur dire qu'ils ne se sentent pas menacés par ce livre parce que tu dis très bien, par exemple, que un des problèmes, c'est que les hommes ne reconnectent pas sentiments et sexualité. Oui, absolument, je suis 100% d'accord avec ça. Tu dis qu'il y a toute la difficulté pour les hommes du rejet et que ce rejet qu'ils connaissent parce que ça fait partie de la condition masculine, on va dire, les amène dans une forme de violence et dont ils ne savent pas sortir parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs émotions parce qu'on ne leur a pas appris. Et je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Et tu dis c'est de l'éducation au rejet que nous devons discuter. Ouais. Et j'avais noté un passage absolument magnifique, parmi d'autres magnifiques, parce que tu dis ce que les femmes demandent, ce n'est pas que la masculinité n'existe plus,
mais que celle-ci ne soit plus malade et obnubilée par sa bite. On demande une masculinité consciente où les hommes deviennent les observateurs de leur comportement au lieu d'être perdus dedans. On demande à ce que les hommes comprennent que les violences sexistes que subissent les femmes viennent des souffrances non conscientisées et non énoncées des hommes. Oui, absolument, c'est magnifique. Et vraiment, je te remercie d'avoir poussé le travail et la réflexion à ce degré-là et de justement, en fait, ne pas être entré dans quelque chose d'exagérément polarisé ou tu vois, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire saisir. Oui, Je oui. pense que si, Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai beaucoup évolué aussi au fil des années et des années où j'ai écrit ce livre. Parfois, je suis moi-même un peu gênée par mon intro. C'est-à-dire que mon intro est beaucoup plus énervée que le reste de mon livre. Quand j'ai écrit l'intro, j'ai été au stade d'être furax. J'étais furax. J'avais envie d'écrire un livre un peu misandre. J'avais cette envie, ce besoin de dire mais putain, mais ça ne va pas. Et puis, en fait, c'est marrant parce que quand on écrit un livre, du début à la fin, il se passe beaucoup de temps. Et du coup, quand j'ai relu mon intro, je dis oula, 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 ma pauvre fille, t'es un peu excitée quand même. Et je me suis dit, vous savez quoi, je vais le laisser parce que c'est un chemin aussi, un livre. Et donc, je pars d'une idée un peu où j'étais moi-même mal, en fait, où moi-même j'étais blessée par les hommes. Et en fait, je finis donc un des derniers chapitres est sur la spiritualité et en fait, comment on peut réinjecter de la spiritualité pour avoir une plus belle sexualité avec les hommes. Et donc, c'est le moment où j'ai fait des stages de tantra, de Tao, etc. Enfin, j'ai évolué. Et donc, effectivement, il y a un cheminement. Et du coup, j'ai réfléchi aussi à la souffrance des hommes parce que je crois que c'est Bell Hooks qui dit ça, cette féministe, et que je cite dans le livre. Elle dit que finalement, le patriarcat parle, enfin les hommes pensent que ça parle que des femmes, mais en fait ça parle de la souffrance des hommes et ça parle aussi du fait que dès l'enfance, on apprend aux hommes à se couper de leurs émotions et que donc c'est comme s'ils étaient excisés d'une partie de leur cerveau ou de leur partie ouais voilà et que du coup c'est le fait de se couper de cette partie d'eux-mêmes qui fait qu'ensuite ils font du mal aux femmes et que si on n'arrive pas à régler ça à la racine, bon bah dans ce cas-là on est dans un monde polarisé parce que les femmes sont là mais ce sont des monstres et eux ne comprennent même pas ce qu'on leur reproche donc bon. Il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte. Aucune chance. Et c'est pour ça que j'apprécie ce travail de réflexion parce que justement tu donnes quelque part de l'espoir finalement. C'est un livre dans lequel il y a un constat qui est argumenté, solide, sérieux, lourd, pas drôle et tout ce qu'on veut, mais dans lequel il y a aussi beaucoup d'espoir. Oui, j'ai essayé. Oui. J'ai beaucoup aimé, moi, la forme du livre général. Quand tu dis que dans l'introduction, quand tu t'es relu, tu as senti que tu avais évolué. Et moi, ce que j'ai aimé par moment dans ton livre, c'est vraiment le fait de pouvoir comment dire, vraiment aller en profondeur sur des sujets sérieux. Hein. Il y a des passages qui sont durs même à lire par moments, des témoignages de femmes, enfin, qui sont chargés. Et de temps en temps, tu fais du shallowing, tu reviens en surface et tu vas comment dire, utiliser un ton beaucoup plus léger, un peu par moment un peu crash par moment et ça fait du bien et ça fait du bien parce que du coup ça allège un petit peu le tout et c'est vrai qu'on a par moments on a beaucoup rigolé. Oui, hein. oui, on a bien rigolé. Il y a des passages qui sont très drôles. Hein. Bah oui, parce que en fait, je me dis c'est quand même c'est un sujet lourd en fait, la domination sexuelle dans ce monde patriarcal, c'est un sujet en réalité terrible et terriblement heurtant en fait pour les femmes, terriblement dénigrant, terriblement humiliant. Et plus on le conscientise, plus ça fait mal. Certaines femmes m'ont dit qu'elles ont dû arrêter de lire le livre parce qu'elles pleuraient tellement elles avaient des prises de conscience violentes. Et du coup, moi-même, j'ai eu mal en écrivant ce livre. Moi-même, j'ai pleuré dans certaines phases de l'écriture du livre. Et puis, il y a des moments où il fallait bien que je rigole moi-même de la situation. Et j'ai toujours utilisé l'humour dans ma vie pour essayer de survivre, tout simplement. Et du coup, c'est un peu mon mode d'être. Et alors, du coup, je le partage. Ouais, c'est super. On a l'impression par moment vraiment que tu écris avec ton cœur. Vraiment, ouais. hein, que ça...
Avec ton cœur et avec tes tripes aussi. Enfin, Ouais, les deux. et Hein. avec tes tripes. Exactement. Je crois que Guillaume, il voulait lire un passage qui Oui. Bah, me fait rire. Ah ouais, ah c'est vrai oui, qu'il bah, est mais ça c'est sur Lilith. ça c'est vraiment au tout début. Oui, alors bon. Euh, tu racontes que Lilith refuse la position du missionnaire. Donc Lilith, c'est la première femme d'Adam, C'est ça. pour placer les choses. Elle refuse la position du missionnaire et Adam, justement, refuse que Lilith refuse la position du missionnaire. Donc on est dans une situation bloquée qui est très évocatrice aujourd'hui, je pense. Et tu dis, alors Dieu fit de Lilith une démone. Elle devint le symbole de la femme dévergondée et mauvaise et fut connue pour prétendument tuer les femmes qui accouchaient et leurs nouveau-nés, mais aussi pour se nourrir de la semence des hommes. Et là, tu ajoutes, la meuf ne veut pas être soumise sexuellement, mais elle n'a vraiment que ça à foutre de sucer des bites et de se nourrir de sperme. Ah, d'où fantasme masculin. Oui. Et alors, tu ajoutes ensuite, on passe donc, on passe donc de Lilith à Ève, avant que les patriarches qui ont créé le ciel ne nous content leur plus brillante création, leur fantasme ultime, la Vierge Marie, la meuf qui est en cloque mais qui n'a jamais niqué. Et tu conclus en disant, toujours est-il que les questionnements sur une possible égalité dans la sexualité hétérosexuelle ne datent pas d'hier et qu'être mal baisé n'est pas tout à fait une nouveauté. Et j'aime beaucoup la façon dont tu mêles à la fois l'histoire, l'humour, la réflexion, parce qu'à chaque fois tu prends plein de recul sur ce qui est raconté, et cette conclusion qui montre qu'effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge, mais ça fait longtemps qu'on y est dans cette auberge. C'est-à-dire que, oui, tout ça, ça date pas d'hier, quoi. Et donc, quelque part, c'est pas étonnant qu'on ait tous autant de mal à en sortir aujourd'hui. Oui, exactement. Enfin, je veux dire, en fait, pour moi, c'est quand j'ai entendu parler de cette histoire de Lilith, j'ai trouvé que c'était tellement symptomatique et tellement drôle que finalement, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais qu'une des premières femmes de l'histoire se soit battue avec son mec en lui disant non, en fait, moi je veux pas être en dessous, et que lui dise ben si on couche ensemble, tu dois forcément être en dessous parce que moi je dois être au-dessus. Enfin, je trouve ça hyper symbolique. Bon, après, évidemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, et on retrouve que cette histoire-là, il me semble que c'est dans la Kabbale et dans le Talmud, donc ça n'a pas été repris par les chrétiens, etc. Donc bon, ça a été effacé cette histoire, mais toujours est-il que moi je la trouve, je trouvais ça marrant de montrer à quel point c'était une discussion qui pouvait remonter, quoi. C'est drôle et c'est très symbolique. C'est comme l'histoire de Ève créée à partir de la côte d'Adam. Je ne sais plus si c'est dans ton livre ou dans un autre, je ne me rappelle pas, que j'ai lu cette réflexion d'une femme disant mais depuis quand les femmes elles sortent des hommes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dans le livre de Dora. C'est dans le livre de Dora. Ouais, c'est une inversion de réalité en fait. Il y a beaucoup d'inversions de sens dans le patriarcat. Il y a des inversions de sens à longueur de temps, et on ressent en fait, enfin pour moi, les types qui ont écrit la Bible ou qui ont retranscrit la Bible, si jamais il y a un Dieu, ils ont tout remis à leur sauce. Enfin, les femmes accouchent, mais c'est nous qui les avons créées. Ok, enfin c'est nous qui les avons accouchées en premier. Moi, je ressens une petite jalousie là. Je ressens un petit truc un truc pas très bien digéré quand même. Donc voilà. Oui, merci. Il y a une autre problématique, moi, qui m'a beaucoup intéressée, c'est tout ce qui est parcellisation du corps féminin. Ouais. Et ça, cette partie du livre, j'ai vraiment adoré. Il faut que je la relise encore et encore. Je trouve que c'est d'une richesse et d'une justesse quand tu démontres à quel point il y a plein de choses qui sont mises en place et qui entravent la liberté de la femme, comme les talons, les jupes au-dessus du genou serré, enfin, tout ça, c'est absolument passionnant. Le male gaze, tu en parles aussi. Ouais. Bon, ça, je le connaissais déjà, mais le female gaze, j'en avais pas entendu autant parler que dans ce livre. Et ça, j'ai trouvé ça aussi absolument passionnant. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on fait de façon automatique. Enfin, voilà, que la société nous apprend. Porter des talons, c'est bien. Ne pas avoir trop de muscles, c'est bien. Avoir des manières féminines, c'est bien, etc. Et quand on analyse tout ça,
on se rend compte que finalement, on nous demande de rester tout le temps plus ou moins fragile et facile à, comment je pourrais dire, facile à dominer parce qu'une femme qui a des talons, ça ne court pas, par exemple. Une femme qui n'est pas musclée, c'est une femme petite, faible. Quand on nous demande de rester mince, qu'est-ce que c'est qu'être mince? C'est pas seulement esthétique, c'est aussi, en fait, ne pas avoir beaucoup de place dans la société, ne pas avoir beaucoup de poids. En fait, il y a plein de choses comme ça qui, quand on commence à analyser, on se dit, mais c'est quoi la féminité au juste? Enfin, moi, je fais une différence dans le livre entre femmelité et féminité. Donc, femmelité, pour moi, c'est tout ce qui est en rapport vraiment avec le fait qu'on a un corps de femelle. Donc, avoir ses règles, la ménopause, nos cycles, le fait de pouvoir allaiter, enfin, plein de choses comme ça. Et puis, ensuite, il y a la féminité qui est donc cette idée construite de la femme, enfin, cette idée du genre féminin. Et quand on analyse, on se rend compte que le genre est une hiérarchie, en fait. C'est pas les hommes et les femmes, c'est les femmes en dessous des hommes. Et je trouve que ça, c'est très important à comprendre et à se détacher. C'est comme les poils, s'enlever les poils. Bon, on peut dire c'est juste mon goût, etc. Mais en réalité, s'enlever les poils, c'est quoi? C'est ressembler à une femme prépubère. Parce que qui n'a pas de poils? Ce sont les femmes prépubères qui n'ont pas de poils. C'est avant la maturité sexuelle. Donc, c'est toujours nous maintenir dans quelque chose qui fait de nous des enfants, des petites choses faibles, des personnes qui ne sont pas capables de se défendre ni de courir loin, parce qu'avec ses baskets, on court loin, mais quand on a un rendez-vous avec un homme, et qui, enfin surtout un homme qu'on ne connaît pas, il y a toujours un risque de se faire violer. La réalité, c'est ça en tant que femme. Tu mets des talons, je t'assure que tu vas pas tracer comme si tu es en basket. Donc tout est un peu organisé comme ça. Et quand on y pense vraiment, eh ben, il y a quelque chose de flippant, moi je trouve. Oui, oui, moi du coup, avec cette histoire de male gaze et de female gaze, je regarde les films autrement. Et c'est vrai que quand c'est un réalisateur ou une réalisatrice, je pense qu'il y a des différences. Et le fait de parler de tout ça aussi fait que on est plus attentif à ce qui est représenté aussi. Les femmes, comment elles sont représentées à l'image, avec des talons, avec des jupes ou pas. Il n'y a pas longtemps, on est allé voir la vie de Julie en 12 chapitres. Ouais. J'ai pas vu. Et donc, on voit à un moment donné sa poitrine. Et puis après une relation sexuelle, on voit l'homme et le sexe de l'homme. Et je me suis dit, il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas eu cette espèce d'équilibre, si on peut parler d'équilibre. Mais voilà, à un moment donné, on voit la femme toute nue, mais on voit aussi l'homme tout nu. On voit pas tout nu, ouais. Voilà. Donc, dans une des parties du livre, du coup, je parle justement de ça, du fait que quand j'ai posé à ma communauté sur Tajoui, j'ai demandé aux femmes c'est quoi un homme désirable pour vous? Qu'est-ce qui vous excite chez un homme? Et c'était très important, questionnant, la plupart des femmes m'ont dit mais en fait je sais pas quoi te répondre, déjà de un, parce que en fait les femmes ne découpent pas visuellement les hommes comme les hommes peuvent le faire avec les femmes. Visuellement, une femme va plutôt regarder un homme dans son ensemble, et c'est plus des choses subtiles, des odeurs, du charme, un sourire, une façon de se mouvoir dans l'espace. Mais c'est beaucoup moins j'aime ses fesses ou j'aime son torse. Enfin, évidemment, il y a des choses qui reviennent. Par exemple, les mains, les femmes sont relativement sensibles aux belles mains. Les mollets, ça revient de temps en temps. Mais c'est pas du tout sexualisé de la même façon. Aussi, tu l'as dit dans le livre. Ouais. La paire de fesses de l'homme, elle compte aussi. La paire de fesses de l'homme. Enfin, c'est relativement rare, ceci dit. Il y a quelques nanas qui m'ont répondu ça et je trouvais ça intéressant. Mais dans l'ensemble, il y a moins un découpage. Et une autre partie du livre où je parle aussi de la désirabilité des hommes, c'est que les hommes ne font pas énormément d'efforts pour se rendre désirables comparé à nous. C'est-à-dire que nous, les femmes, être baisables, je veux dire, c'est un travail de tous les instants. C'est un travail physique, mais c'est aussi un travail d'attitude, c'est un travail de plein de choses. Et souvent, moi, ça me fait halluciner. On voit des mecs qui sont franchement pas attirants, qui sont aussi terriblement plus âgés que des jeunes femmes magnifiques, qui pensent que leur physique n'est absolument pas une question. Et des fois, t'as envie de dire, mais tu t'es vu, mon garçon? Et personne ne leur dit, quoi. Enfin... Ouais, ce que tu dis là, ça m'évoque l'affaire Strauss-Kahn, où la juge était rentrée dans le lard, c'est le cas de le dire, de Dominique Strauss-Kahn, en lui disant, mais monsieur, comment pouvez-vous simplement imaginer
que des jeunes femmes comme celle avec qui vous avez fait l'amour au Ritz ou Carlton, je sais pas quoi, étaient là parce qu'elles vous désiraient. Est-ce que vous vous êtes vu dans un miroir, quoi? Bam. Voilà, on avait pris un petit peu pour son grade ce jour. Non, mais c'est vrai, mais des fois, vraiment, il y a vrai. des mecs, t'as envie de dire, mais mon garçon, enfin, comment ça, enlève-toi les points noirs, fais quelque chose, lave-toi les dents, t'as du tartre, t'en as 4 tonnes, on voit. Enfin, je sais pas, il y a vraiment des mecs, des fois, tu te dis, mais c'est parce que, et en même temps, je trouve ça vraiment fascinant, c'est que les hommes ne se considèrent pas comme des objets de désir. Les femmes, à l'inverse, nous, on a cette conscience-là, alors qui est peut-être pas très bien, au bout du bout, parce qu'on a vraiment cette conscience d'être des objets de désir et on a tendance à le cultiver, tandis que ben, les hommes, c'est rare qu'ils le fassent. Et le problème, c'est même quand ils le font, en tant que femme, on a tendance à les ranger dans une catégorie gay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un entre-deux d'un homme. Enfin, évidemment, ça existe, mais c'est relativement rare. Alors, soit on est dans l'homme gay qui prend vraiment soin de lui, soit on est dans ben, un très grand nombre d'hommes pour qui ça n'a pas l'air de rentrer plus que ça en jeu, quoi. Ok, bon. Tu vas être rasé après. J'aime beaucoup ma barbe. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Ah ben moi j'ai plein de choses. J'ai noté tellement de choses et c'est vrai que le temps est Sinon, on peut, limité, hein. une chose qui m'attire dans tout ce que tu dis, qui me titille, oui. Tu parles de la féminité et de la féminité, j'ai très bien compris. Et puis tu parles vers la fin du livre de la sexualité sacrée. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais Savona et moi, on a fait énormément de tantra, donc c'est un domaine qu'on connaît relativement bien. Et tu ne te réfères pas à l'archétype du féminin ou à l'archétype du masculin, qui pourtant sont très utilisés, par exemple, en sexualité sacrée. Et je me suis dit que probablement il y avait une raison, parce que ce n'est pas une ignorance. Donc, qu'est-ce qui... Pour moi, il y a quelque chose de sexiste dans le milieu tantrique. Ce qui m'intéresse dans le milieu tantrique, ce sont les pratiques. Ce n'est pas l'idéologie derrière qui me pose problème. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement essentialisant dans le tantra, qui est que les femmes auraient forcément cette énergie d'accueil, elles seraient dans leur féminin, mais du coup, ça décrit exactement ce que je dénonce. C'est-à-dire, ça décrit cette chose d'être forcément accueillante, douce, plus faible, entre guillemets, que l'homme, même si même si le tantra raconte que c'est une force. Enfin bon, il y a tout un truc et moi, je pense que ça enferme, en fait, ça essentialise des organes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un utérus, un vagin, etc., que ça décrit forcément cette énergie-là. Certaines femmes sont extrêmement... Ah, ça a coupé? Ça a coupé? Ah, ça y est, allô? on est là. Ouais. Tu nous entends? Ça Oui. va? Oui. Je dis que... je sais plus où j'en étais, du coup. Tu parlais du fait que le tantra, finalement, ça limitait les femmes à leur... au côté doux du féminin, voilà. Au côté accueillant, etc. Oui, c'est comme enfermant. Tu trouvais que c'était enfermant? Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'enfermant. Et puis, c'est pas, enfin, pour moi, ça essentialise des organes. C'est pas parce qu'on a un utérus et un vagin qu'on tombe forcément dans ce stéréotype de femme-là. Et des fois, moi, dans le langage tantrique, je trouve qu'il y a un problème d'analyse du patriarcat et du système patriarcal, en fait. C'est comme si... c'est comme si on voit pas dans la société dans laquelle on évolue et que c'est une bulle un peu bisounours. Alors évidemment dans les stages etc on peut se permettre cette bulle là, mais je trouve que dans la vie pratique il y a un problème d'analyse dans le tantra, même si je pense qu'il y a des pratiques tantriques qui sont extrêmement utiles, mais je pense que le tantra a besoin d'être révisé de toute urgence. Peut-être bien. C'est intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, j'ai toujours pris le discours tantrique sur la femme et l'homme comme un discours sur le yin et le yang. C'est-à-dire sur des complémentarités. Et je me réfère souvent au yin et au yang à cause du schéma que tu connais, où il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Bien sûr. Et personnellement, moi, ce qui me semble très important, c'est à la fois la complémentarité et le fait que chaque puissance soit présente dans l'autre. Voilà. Et donc, je n'ai pas
la même analyse que toi sur ce qui est dit dans le tantra, mais je comprends qu'on puisse le penser. Ouais, Bah, moi, en tant que femme, on m'a sorti des discours qui me convenaient pas, on va dire. C'est-à-dire, on m'a dit, si ceci ou cela ne se passe pas bien dans ta vie avec les hommes, c'est que tu n'es pas assez féminine, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez sexy, tu n'es pas blablabla. Et ah oui, voilà, ouais. voilà, moi, ce genre de discours, j'ai envie de dire, allez, tais-toi, tu m'as saoulée là. Et c'est pas ça que je venais chercher. Et je trouve Non, aussi que le tantra, c'est une philosophie qui ne marche que si on est dans un couple hétéro. Je trouve que c'est problématique pour toute la communauté lesbienne ou gay. Enfin, je trouve que ça a des limites, même si, comme je dis, je pense aussi que c'est utile de picorer dans le tantra. Oui, et puis il y a, enfin, il y a ce que tu dis sur la sexualité sacrée qui, comme une porte pour quelque part réconcilier les puissances masculines et féminines en allant au-delà de la polarisation, quoi. C'est ça. Et là, on peut utiliser tantra, tao ou n'importe quoi. Je veux dire, du moment qu'on est dans la sexualité sacrée, on n'a pas besoin d'obéir à un dogme ou à un autre. Non. Euh, Tout à fait. Pour moi, c'est des outils. C'est-à-dire, c'est des outils à aller chercher. Je pense qu'aussi, ça permet pas mal aux hommes de se connecter plus à... Enfin, il y a du travail dans le tantra ou dans le tao pour que les hommes se connectent plus à leurs émotions dans la sexualité et honorent la personne avec qui ils ont des rapports sexuels. Je trouve que les rituels sont extrêmement importants pour des hommes qui peut-être n'ont jamais fait ce travail-là, quoi. Oui, c'est ça. Ça va dans le sens de reconnecter les hommes à leurs émotions. Ouais, voilà. Bon, moi, il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est toute la question du lien social entre les femmes. Alors, j'ai relevé le lien social corporel entre femmes a été cassé. Et tu parles du féminisme corporel. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu prônes le retour, ou je ne sais pas si on peut parler de retour, mais de contacter le féminisme corporel, de lâcher un petit peu le Le féminisme. féminisme mental, ouais. En fait, ça, je m'en suis rendu compte parce que moi, je suis dans un féminisme extrêmement théorique et intellectuel. Enfin, j'ai toujours évolué là-dedans. Et en fait, en allant justement à des stages, et en fait, j'étais à Koh Phangan, qui est une île en Thaïlande, qui est très connue pour être une île très tantrique, parce qu'il y avait une école de tantra là-bas. Enfin bon, c'est tout un monde assez particulier. Et j'ai fait pas mal de stages là-bas, où il y avait des cours où en fait on utilisait le yoni egg, donc l'œuf de jade qu'on se met dans le vagin. Et on fait aussi des exercices de yoni gazing, donc regarder la vulve d'autres femmes. Et donc je me suis retrouvée dans des sortes de cérémonies entre femmes, si on veut, où on ne se touchait pas, mais par exemple, nous allions toutes nous montrer notre vulve. Alors, on peut croire que c'est une cérémonie lesbienne, absolument pas. La plupart des femmes, enfin, je sais pas, parce qu'elles étaient hétéros ou bi ou même des lesbiennes, enfin, qu'importe, ça n'avait aucune importance. Mais le but, c'était vraiment de se reconnecter au corps des autres femmes. Et moi, regarder des seins de femmes de tous les âges, regarder des corps et des vulves de tous les âges, je peux vous dire que ça m'a soignée. Et vraiment soignée très, très profondément. À en avoir des larmes, j'ai pleuré en regardant les vulves d'autres femmes parce que je me suis dit mais merde, qu'est-ce qu'on m'a raconté comme salade, toutes les images que je me suis bouffées toute ma vie. Lorsque si juste entre femmes on arrêtait d'être gênés, si on se montrait juste tel qu'on est en fait physiquement dans notre vulnérabilité, dans notre nudité, et ben en fait tout simplement on se rendrait compte que putain mais on nous raconte du bullshit toute la journée en fait. Il y a plein de vulves différentes, il y a plein de seins différents, sauf qu'ils sont cachés, on porte des coques au niveau des seins qui nous forment le sein d'une certaine façon. On ne se rend même pas compte que les femmes ont des seins et des tétons d'une diversité absolument folle. Pareil pour les vulves. Et du coup, je me suis rendu compte que même entre femmes, on manque de sensualité, dans le sens où on est très dépendante des hommes, parce qu'on est dépendante, en fait, affectivement des hommes, parce qu'entre femmes, le rapport corporel aussi s'est perdu. Et quand je dis rapport corporel, il n'y a absolument pas besoin d'aller forcément jusqu'au sexe. C'est par exemple avant, tous les services qui étaient se faire les ongles, l'épilation, le massage, se faire les cheveux,
n'importe quel soin était fait en famille ou avec des copines. Et aujourd'hui, tout ça, ça a été légué à des industries. Donc aujourd'hui, c'est des hommes actionnaires qui font de l'argent sur toute cette culture féminine, ce qui est terrible. Et en fait, le lien qu'on avait à d'autres femmes a été complètement coupé. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment je trouve que c'est un terrible problème lorsque les hommes ont encore parfois une sorte de culture corporelle à travers le foot, le sport. Il y a encore cette fraternité du corps chez les hommes qu'on n'a pas forcément encore chez les femmes, enfin, qu'on n'a plus. Wow, merci de rappeler toutes ces notions de sensualité entre femmes. Moi, ça m'évoque une notion sur laquelle on avait travaillé en tantra femme, qui était l'homosensualité. Ouais. Quand on est proche comme ça entre femmes et on est bien et ça nous fait du bien de se toucher tout simplement parce qu'on est dans une société, bon, encore moins ces derniers temps où on ne se touche pas tant que ça, eh bien c'était ça, on était dans l'homosensualité, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'homosexualité et voilà, et ça faisait un bien incroyable. Mais en fait, c'est important d'aimer les femmes, mais les aimer physiquement aussi, dans une certaine mesure. Je pense qu'un rapprochement corporel entre femmes permet de faire naître une forme de sororité plus animale et donc plus mammifère et donc par conséquent plus profonde, entre guillemets. C'est ça. Et l'autre chose que tu as dite sur l'image de la femme, moi ça m'évoque une publicité, je ne sais pas si tu as vu ça, c'était un peu partout, de sous-vêtements, il y a à peu près un mois. Et on voyait une jeune femme en sous-vêtements, alors je ne sais plus pour quelle marque c'était, et donc en soutien-gorge et culotte, à gauche, et puis à droite, une autre femme d'un âge un peu plus mûr, avancé, et en soutien-gorge et en culotte. Et j'ai trouvé, au début, ça m'a, je ne vais pas dire choquée, parce que des femmes de cet âge-là, j'en ai vu plein, et heureusement, mais voilà, on voyait partout sur les affiches cette femme d'un certain âge, donc elle avait un petit peu des signes un petit peu plus disgracieux qu'à d'autres âges, mais j'ai trouvé ça déjà magnifique de montrer cette femme comme ça, avec un petit peu de cellulite, un petit peu de rides, un petit peu... Et je me suis dit, mais ce qui m'a presque mis en colère, c'est que je me suis dit, mais pourquoi ça me choque au début comme ça parce que, et ça, c'est toutes les images qu'on nous montre depuis toujours, où il faut, comme tu le dis très bien dans ton livre, montrer que des corps qui sont beaux, qui sont jeunes, et c'est dommage. Et finalement, les femmes que j'ai vues comme ça par moments à la télé, c'était vraiment avec des seins déformés ou autres, c'était dans des reportages où on voyait des femmes dans la jungle, voilà, dans des pétales. Et c'est absolument terrible. Les femmes passées un certain âge sont invisibilisées. C'est une catastrophe. En fait, moi, un truc que j'ai réalisé, c'est que les femmes passent presque la moitié de leur vie en étant non fertiles. C'est-à-dire, il y a une vie après la ménopause. Et c'est comme si, je sais pas, t'es plus fertile, tu n'existes plus en fait, dans l'espace public. Et les corps vieillissants sont peut-être, entre guillemets, effectivement un peu moins rebondis, donc peut-être on peut estimer que c'est moins esthétique, mais on existe, toujours est-il. Et ça, je trouve ça terrible. Là, récemment, j'ai lu quelques articles qui m'ont beaucoup intéressée sur le fait que au cinéma, les hommes ont le droit de vieillir, mais pas les femmes. C'est-à-dire que si on représente une histoire d'amour entre deux personnes censées avoir le même âge, la femme actrice qui va être embauchée est beaucoup plus jeune que l'homme acteur. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. واخترت غيرك